On va s'intéresser aujourd'hui au témoignage de Serge Abad-Gallardo. C'est l'histoire d'un homme qui a passé près de 25 ans à gravir les échelons de la franc-maçonnerie avant de tout quitter. Son récit nous offre une perspective de l'intérieur, une perspective rare et, on va le voir, assez controversée sur l'une des sociétés les plus secrètes au monde. La franc-maçonnerie est luciférienne. Voilà, l'affirmation la plus percutante de Serge Abad-Gallardo est posée. C'est une déclaration choc qui va servir de fil rouge à tout son témoignage. Alors la question c'est comment un membre aussi impliqué a-t-il pu en arriver à une conclusion aussi radicale? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour saisir la portée d'une telle affirmation, il faut d'abord savoir de qui on parle. Serge Abad-Gallardo, ce n'est pas juste un observateur extérieur, c'est un véritable initié, quelqu'un qui a passé des décennies au cœur même du système. Son parcours est assez impressionnant. On parle de 24 ans au sein de l'organisation. Il a atteint le grade de vénérable maître, ce qui veut dire qu'il était le chef de sa loge, celui qui dirigeait les rituels. Il est monté jusqu'au 18e degré, un échelon très élevé dans la hiérarchie. C'est vraiment cette immersion totale qui, d'après lui, donne coup son poids à ce qu'il révèle aujourd'hui. Mais alors, comment est-ce qu'on entre dans ce monde si secret? D'après le récit de Gallardo, le chemin pour franchir la porte de la loge, ce n'est ni simple ni anodin. Gallardo décrit un processus en plusieurs étapes, un processus vraiment conçu pour filtrer et impressionner. Tout commence par des enquêtes discrètes, menées par des maçons dans l'entourage du candidat. Puis vient l'épreuve de l'interrogatoire sous le bandeau. Les yeux bandés, le candidat doit répondre à des questions pour tester sa sincérité. Et enfin, l'initiation elle-même est une sorte de mise en scène, une série d'épreuves qui se termine par un serment de secret absolu, inviolable. L'intensité psychologique qu'il décrit est vraiment palpable. Il raconte par exemple un rituel où l'initié découvre une mise en scène de meurtre, avec un message très clair, même s'il est symbolique. Voilà ce qui attend les traîtres. Pour lui, c'est un exemple de la pression psychologique qui est exercée pour forger une loyauté sans faille. Un des points centraux du témoignage de Gallardo, c'est ce qu'il décrit comme une influence politique majeure, mais cachée, de la franc-maçonnerie sur les lois en France. Son argumentation s'appuie sur un chiffre assez frappant, environ 300. Ce serait le nombre de députés et de sénateurs qui appartiendraient à ce qu'on appelle la fraternité parlementaire, un groupe d'élus francs-maçons. Si c'est vrai, ça représenterait près d'un tiers du Parlement, une force politique qui serait donc considérable. Et pour étayer cette thèse, il cite une figure maçonnique importante, Pierre Simon, qui aurait dit que les grandes lois de société, comme celle sur l'avortement, sont d'abord mûries en loge avant même d'arriver dans l'hémicycle. L'implication, selon Gallardo, c'est que le débat public ne serait en fait que la validation d'un processus déjà décidé en secret. On en arrive à son affirmation la plus explosive. Et là, il faut bien comprendre de quoi il parle. Il ne s'agit pas de messe noire ou de satanisme au premier degré. Non, son accusation est bien plus subtile. Elle est ancrée dans le symbolisme des rituels. Alors, sur quoi se base-t-il pour avancer une chose pareille? Eh bien, son raisonnement repose sur son interprétation de mots et de symboles secrets, des éléments qui ne sont révélés qu'aux initiés des plus hauts grades. Au cœur de son argumentation, il y a un mot de passe secret du grade de maître, Tubal-Cain. Gallardo explique que Tubal-Cain, dans la Bible, est un descendant direct de Caïn, le premier meurtrier. Pour lui, le fait de prononcer ce mot, c'est comme accepter une sorte de filiation spirituelle avec cette lignée-là, ce qu'il interprète comme une allégeance antichrétienne. Il soutient qu'il n'est pas le seul à avoir eu cette lecture. Il cite l'exemple de Jean-Baptiste Willermoos, une grande figure historique de la maçonnerie, qui aurait lui-même retiré ce mot de son rite au XIXe siècle, parce qu'il le considérait comme un mot satanique. C'est un précédent historique qu'il utilise pour montrer que ses craintes ne sont pas isolées. D'accord, mais comment passe-t-on de 24 ans de conviction profonde à une rupture aussi nette? C'est là que son histoire personnelle entre en jeu et a tout changé. Ce n'est pas une simple décision intellectuelle, c'est le résultat d'une série d'événements assez incroyables qui ont tout fait basculer. Le déclic s'est produit de façon totalement inattendue. Un jour, coincé dans un embouteillage, il tombe par hasard sur une radio catholique qui diffuse la prière du rosaire. Il n'avait jamais entendu ça de sa vie, et il décrit ce moment comme une révélation, un peu comme un sourd de naissance qui entendrait de la musique pour la toute première fois. Cette nouvelle curiosité spirituelle l'a mené jusqu'au site de pèlerinage de Lourdes. Et c'est là qu'un événement vraiment spectaculaire s'est produit. Au moment de partir, après avoir prié, il s'effondre, totalement incapable de se tenir debout, comme si ses jambes étaient paralysées. Le plus étrange, c'est que les examens médicaux n'ont absolument rien révélé. Aucune cause physique. Son médecin n'y comprenait rien. Pour Gallardo, cet événement physique inexpliqué s'est accompagné d'un sentiment écrasant, un sentiment total d'amour divin. C'est ça qui l'a convaincu que son expérience était d'ordre surnaturel.
Il résume lui-même sa transformation avec une métaphore très puissante. La lumière qu'il cherchait en franc-maçonnerie, c'était une connaissance intellectuelle, une petite ampoule. Et il l'oppose à l'expérience bouleversante de la foi qu'il dit avoir découverte, qu'il décrit lui comme l'explosion nucléaire de l'amour du Christ. Pour lui, il n'y a juste aucune comparaison possible. Le parcours de Serge Abad-Gallardo, c'est donc celui d'une conviction profonde, née d'une longue immersion dans un monde secret, puis d'une expérience personnelle radicale. Son témoignage soulève des questions fondamentales sur la nature de l'influence, sur le pouvoir des symboles et sur le cheminement spirituel. Ça nous amène forcément à nous interroger où se situe la frontière entre une organisation philosophique, un réseau d'influence et une conviction intime.